Allô? Oui. Bonjour, merci beaucoup. Désolé, j'ai eu un problème de micro. Euh, alors, je vais partager ma présentation. Ça met un peu de temps à arriver. Ok. Alors, désolé, petit temps de latence. Alors bon, bonjour, bienvenue et merci à tous d'être ici pour la présentation Big Data Paris 2018. Donc, avant de commencer, je me présente. Je suis Pierre Arouini, je suis ingénieur d'application chez MathWorks, côté MATLAB. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas MATLAB, c'est un éditeur de logiciels de calcul numérique et scientifique. Alors, comme son nom l'indique, aujourd'hui, on va parler de deep learning et je vais vous faire une petite introduction en vous parlant, donc, en définissant le deep learning et après, on va voir ensemble pourquoi aujourd'hui on en parle de plus en plus et surtout depuis ces 2 ou 3 dernières années. On verra également des applications. Ensuite, une fois qu'on a vu ce qu'était le deep learning, on va voir comment il marche, et notamment avec les réseaux de neurones dits profonds. Et enfin, en troisième partie, on va appliquer ce qu'on a vu à un cas directement dans MATLAB, donc dans le logiciel. Donc, qu'est-ce que le deep learning? Le deep learning, c'est une dérivée du machine learning qui est apparu en 2010 dans la pratique. Alors je dis bien dans la pratique, puisque dans la théorie, le deep learning, donc qui est dérivé de machine learning, est apparu aussi dans les années 80, mais la pratique, c'est-à-dire la possibilité de faire du deep learning au niveau calcul et puissance de calcul, a été possible que depuis environ 7 ans. Et c'est depuis, on va dire, 2-3 ans qu'on commence à en parler de plus en plus. Et donc tout ça, tout ce machine learning, finalement, est une approche de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, donc un terme qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Donc, je vous ai mis ici 3 applications très classiques du deep learning et très utilisées. Donc, plus utilisées, ça va être la classification d'images. Donc, j'ai une image et je veux savoir ce qu'il y a sur cette image. Ensuite, l'analyse de texte. Et enfin, un peu moins, mais de plus en plus également aujourd'hui, l'analyse de séries temporelles. Alors pour ces 3 méthodes, des cas d'application que vous connaissez certainement, la première, ça va être la voiture autonome. La voiture autonome a besoin de faire des détections d'images, d'objets autour d'elle. La deuxième, ça va être pour l'analyse de texte et notamment pour la traduction instantanée via par exemple votre mobile. Et enfin, se développe de plus en plus, ça va être l'analyse série temporelle. Par exemple en finance, ça va être la prédiction d'une série financière. Et donc, qu'est-ce que le deep learning un petit peu plus profondément? Deep learning, c'est un réseau de neurones dit profond. Donc, deep, dans deep learning pour profond. Donc, vous connaissez sûrement les réseaux de neurones classiques. Donc, ce qui différencie finalement le deep learning des réseaux de neurones classiques, ça va être que le réseau va être beaucoup plus complexe avec un certain nombre de couches qui va être important. Donc ici, par exemple, j'ai mis de 10 à 100 couches. Donc typiquement, pour la classification d'images, en entrée, on va avoir donc les inputs, qui vont être les images ou les pixels. Et en sortie, on veut savoir si, par exemple, c'est un chat ou un chien. Alors évidemment, ce niveau de complexité-là augmente de plus en plus chaque année. Et donc ça fait 2-3 ans qu'on essaye d'avoir une complexité maximale, entre guillemets. Tout ça pour essayer de répliquer le système nerveux humain. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est exactement ce que l'humain fait en vrai, c'est-à-dire apprendre par exemple. Donc
tout au long de sa vie, l'humain va apprendre par exemple. C'est exactement ce que fait le deep learning. Et donc pourquoi on en parle de plus en plus aujourd'hui? On en parle de plus en plus, et encore plus depuis donc 2015, donc 3 ans, comme je vous l'avais dit, parce que on s'est rendu compte qu'au niveau reconnaissance de l'image, le deep learning faisait moins d'erreurs que l'humain. Donc depuis 2015, le taux, la performance est plus impressionnante et plus importante dans les modèles de deep learning que chez les humains. En tout cas pour la classification d'images. Et pourquoi c'est plus performant aujourd'hui et pourquoi on peut l'utiliser depuis l'année 2010 dans la première slide? Parce qu'on a maintenant les ressources pour le faire. Donc les ressources séparées en deux domaines qui sont très liés. La première est donc liée à la présentation Big Data aujourd'hui, c'est qu'on peut travailler avec un jeu de données qui est très conséquent, ce qu'on appelle le Big Data. En fait, le Deep Learning, pour apprendre et pour faire apprendre le réseau, va avoir besoin de beaucoup de données. Et donc ce gros jeu de données-là, il va y avoir deux problèmes. Le premier, c'est pouvoir le stocker directement sur votre machine. Et le deuxième, ça va être de pouvoir faire des calculs dessus. Et quand on dit faire des calculs, c'est de les faire avec un temps raisonnable. Et donc le big data qui est directement relié à la puissance de calcul de l'ordinateur. Et donc pourquoi depuis 2010 et encore plus aujourd'hui, c'est possible de faire ces calculs et de faire ces entraînements de réseaux de neurones, parce qu'on a réussi à les déporter, donc à déporter ce calcul directement sur des GPU en plus des CPU, ce qui a réduit considérablement le temps de calcul. Donc une vidéo qui va résumer un petit peu ce que je viens de dire avec l'analyse et la reconnaissance d'objets. Ce qu'on a pris, c'est un réseau de neurones ici, pré-entraîné, qui s'appelle AlexNet, mais je vais en reparler après. En fait, ce réseau de neurones va détecter, enfin, va reconnaître des images directement depuis ma webcam, avec un temps de prédiction qui est très faible. Voilà, mon vin rouge et mon verre, et puis ma bière. Mais elles sont pleines, donc j'ai pas bu. Donc voilà, donc l'idée ici, c'est que AlexNet, qui est un réseau de neurones pré-entraîné, on va voir juste après ce que c'est, a entraîné des millions d'images, enfin 1 million d'images de 1000 catégories sur des GPU pour faire de la reconnaissance d'images en temps réel. Donc, ça c'était le deep learning. Pourquoi on en parle et pourquoi c'est de plus en plus performant? Mais alors comment ça marche vraiment? Donc dans la première slide, je vous ai montré que le deep learning dérivait du machine learning. C'est une sorte de sous-catégorie. Mais ce qui les différencie finalement, ça va être une chose qui est très importante. Donc dans le machine learning, le cas général, ça va être que vous avez des images en entrée, ça peut être du texte, ça peut être des séries temporelles, mais imaginons que vous avez des images en entrée et vous voulez savoir si c'est une voiture, un vélo, voilà, tout type de véhicule. Ça va être une classification pour catégoriser le véhicule qu'il y a sur l'image. Donc pour faire ça, ça va être séparé en deux étapes. La première, ça va être une extraction de caractéristiques dite manuelle. Donc l'extraction de caractéristiques, ça va être détecter les contours, détecter les couleurs, détecter toutes les caractéristiques possibles. Et manuel dans le sens où c'est nous qui allons appliquer des méthodes d'extraction. Donc c'est nous qui allons les choisir. Le modèle ne va pas apprendre de lui-même. Et enfin, on va faire une classification sur ces caractéristiques-là pour déterminer si c'est une voiture, un vélo, etc. Et donc pour ça, pour cette classification, on applique du machine learning. Machine learning, ça peut être une classification par réseau de neurones, mais ça peut être une classification SVM, une classification logistique, etc., etc. Et ce qui est différent avec cette nouvelle approche du deep learning, c'est qu'en fait, alors l'idée c'est la même. En entrée, on a une image et en sortie, on veut savoir ce que c'est. Mais le deep learning, comme je vous l'ai dit, va apprendre automatiquement par l'exemple. Donc vous avez de l'image en entrée et cette extraction de caractéristiques et de classification va se faire directement par des dizaines et des dizaines
de couches de réseaux de neurones. Et donc on appelle deep learning le end-to-end learning. End-to-end, pourquoi? Parce qu'on part de l'image et on arrive directement à catégoriser l'objet qu'il y a sur l'image. Et donc c'est ça la grosse différence entre le deep learning et le machine learning, c'est que le deep learning apprend directement, sans intervention humaine dans le modèle. Alors ce qui n'est pas anodin ici, c'est que j'ai pris beaucoup d'images pour le deep learning et peu d'images pour le machine learning, car comme je vous l'ai dit, le deep learning requiert beaucoup de data, et donc c'est pour ça qu'on a l'univers big data dans le deep learning. Donc comment il marche exactement? Donc en entrée, on a toujours une image de voiture et on veut la catégoriser. Donc ça va être séparé en deux parties. La première, ça va être l'extraction de caractéristiques. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de chaque couche ou de chaque type de neurone, mais ici typiquement, ça va être pour la reconnaissance d'image, c'est souvent les réseaux convolution qu'on voit ici, donc convolutifs, qui vont être utilisés. Donc ces réseaux-là, ça va servir à filtrer l'image dans un premier temps, et ensuite on va lui appliquer d'autres couches qui s'appellent relus et pooling, qui vont servir surtout à réduire la dimension et donc à simplifier le calcul et à réduire le temps de calcul. Et donc une fois que ces caractéristiques ont été extraites, toujours automatiquement, on va passer à la classification, et c'est cette partie-là qui va nous dire, bon bah ok, sur ton image, j'ai un van ou j'ai un camion. Et donc tout ce réseau va s'entraîner et va s'entraîner par itération pour à la fin avoir une performance maximale. Donc là, on était plutôt dans la reconnaissance d'objets, mais au point de vue image, le deep learning peut aussi marcher avec la détection d'objets. Donc c'est-à-dire que vous avez une image, vous avez un ou plusieurs objets et vous voulez savoir où se trouvent les objets. Et une troisième, c'est une classification de scènes. Donc la classification de scènes, ça va être de savoir, donc vous avez plusieurs images, vous voulez savoir si c'est une plage, si c'est une forêt, ou si c'est n'importe quoi, une piscine. Voilà. Et donc ces trois méthodes, enfin ces trois domaines sont très utilisés aujourd'hui dans le deep learning et dans le traitement d'images. Et les méthodes qu'on utilise pour détecter, pour catégoriser ces objets ou ces scènes, donc il y en a deux. La première, c'est ce qu'on vient de voir, c'est une méthode où vous allez, sur votre ordinateur ou sur votre serveur, vous allez entraîner directement, donc from scratch, donc de rien, toutes les images que vous avez sur votre réseau. Vous allez les entraîner avec les réseaux de neurones convolutifs, et à la fin, vous allez avoir votre modèle avec votre performance. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et par exemple, AlexNet a fait exactement ce procédé-là pour arriver à son modèle. Mais ce qui est très intéressant dans la deuxième approche, donc ça s'appelle le transfer learning, c'est qu'en fait, on va utiliser un réseau qui est déjà entraîné, donc par exemple AlexNet, donc on va l'utiliser, et on va lui affecter une nouvelle tâche. Donc typiquement ici, on a un réseau qui était focalisé, qui était fait exactement pour la détection de, la catégorisation de véhicules, savoir quel véhicule j'avais sur mon image. Ok, donc là j'ai ce réseau-là. J'ai pas envie de tout le réentraîner parce que ça prend du temps, ça prend du temps de calcul et des ressources. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce réseau-là, je vais lui affecter une nouvelle tâche, si c'est de savoir si mes images dessus il y a des chiens ou il y a des chats. Donc je vais lui affecter un nombre d'images qui va être moins important, donc le temps de calcul moins important. Je vais le réentraîner, donc le transfer learning, et ensuite je vais avoir mon nouveau modèle. Je peux dire mon nouveau modèle puisque c'est moi qui l'ai réentraîné par-dessus, en se basant sur un modèle existant. Et cet exemple-là, comme le premier, on va voir après un cas d'application directement dans MATLAB. Donc voilà, donc du coup le transfer learning c'est quoi? Ça va être un gain de temps et un gain d'espace. Et je vous ai parlé d'AlexNet qui est un modèle pré-entraîné de réseau de neurones convolutifs, mais il en existe bien d'autres, c'est-à-dire que depuis MATLAB, on peut importer ces modèles-là.
donc AlexNet, Café, GoogleNet, etc., etc., qui sont tous des modèles de deep learning avec des caractéristiques différentes. C'est-à-dire que AlexNet est plutôt fait pour la reconnaissance d'images, tandis que GoogleNet, ça va être fait pour la classification de scènes, par exemple. Donc on a vu ce qu'était le deep learning, on a vu pourquoi on en parlait beaucoup aujourd'hui et comment il fonctionnait de l'input des images à l'output, l'objet. Donc maintenant, on va voir un cas d'application dans MATLAB. Donc pour ceux qui ne connaissent pas MATLAB, ici, on a la fenêtre de code, tout simplement. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est la détection d'objets, la reconnaissance d'objets en temps réel, comme la première vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est tout d'abord afficher ma webcam, donc me connecter à ma caméra et prendre et afficher les images en continu. Comme ça, j'ai des images en continu, ça me fait une vidéo. Pour après pouvoir détecter et reconnaître les objets. Donc ici, par exemple, j'ai mon bureau, voilà, avec ma vue, ça c'est moi, voilà, et là je filme ce que je filme, donc ça fait un film infini. Voilà. C'est pas mal. Ok, donc une fois que j'ai ma vidéo en continu, je veux charger le réseau AlexNet. Donc pour charger le réseau, pour importer le réseau de neurones AlexNet, je clique seulement, enfin j'écris seulement AlexNet, donc voilà, je charge le réseau de neurones convolutif qui est pré-entraîné. Ok. Donc, une fois que j'ai chargé le réseau, je redimensionne, ça c'est un détail, parce que chaque réseau a ses dimensions particulières. Donc voilà, je le resize, pour qu'il puisse prendre en compte l'image. Ok, donc une fois que j'ai mon image qui est faite pour ce réseau en particulier, ce que je veux faire, c'est catégoriser mon image. Donc savoir quel objet il y a sur cette image. Donc j'utilise la fonction classify qui prend en entrée le réseau, donc MNNet, qui est mon réseau AlexNet, et ensuite mon image. Ok. Donc là, j'ai prédit en tout cas, prédit l'image. Et une fois que je l'ai prédit, je veux afficher ce que j'ai prédit pour voir si mon modèle a bien fonctionné ou non. Parce que comme je vous rappelle, AlexNet a entraîné 1000 catégories d'images, donc il y a certains objets, vous allez voir, qui ne sont pas pris en compte. Ok, donc là j'écris mon code en seulement 11 lignes. Donc c'était pour vous montrer à quel point c'était facile d'utiliser un réseau pré-entraîné. Et donc quand je vais lancer mon code, voilà, donc en haut on a le nom de l'objet, donc mon clavier, ma spacebar, ok, mon téléphone, qui confond avec l'iPod, ma souris, mon bureau n'est jamais rangé comme ça, c'est pas possible. Et puis j'ai pas de cadenas non plus. C'était pour vous montrer que ça marche bien. Par contre, ici, le kiwi, il croit que c'est une balle de ping-pong. Donc, c'est à nous maintenant, justement, de faire du transfer learning pour réentraîner ce réseau pour qu'il puisse détecter ce kiwi. Et donc ça, c'était un cas simple dans MATLAB, donc en 11 lignes de learning. Et pour amener au problème de puissance et de taille de données, comment je fais, moi, dans MATLAB, si mon nombre de données, mon nombre d'images est trop important, non seulement pour les calculs, mais en plus pour être géré en mémoire. C'est-à-dire que j'ai trop d'images qui ne rentrent pas dans ma mémoire. Donc pour ça, c'est très simple également. On a une fonction qui s'appelle ImageDataStore, qui va prendre en entrée toutes mes images. Et donc cette fonction-là, elle va permettre de rendre accessibles toutes les images que j'ai et que je veux entraîner, sans les charger en mémoire. Donc c'est-à-dire que chaque image que vous avez rentre en mémoire, donc de l'ordre de mégaoctets. Par contre, vous avez des gigas et des gigaoctets d'images. Je vais juste ouvrir une sorte de connexion sans les charger pour ensuite pouvoir les traiter et faire des calculs et des entraînements de réseaux de neurones et pouvoir après les lire. Donc ici, je vais vous montrer. Donc voilà, juste avant, on a vu les 11 lignes
qui servait à faire du deep learning avec AlexNet. Ici, je vais vous montrer un exemple qui traite à la fois un problème de big data et en même temps la deuxième méthode, en plus de la méthode from scratch, le transfer learning. Donc ici, j'ai un dossier qui s'appelle MagPictures, qui est directement sur mon ordinateur, où j'ai 5 types d'images, donc 5 classifications. C'est de la nourriture, c'est des gâteaux au chocolat, des frites, hot dog, etc. Et pour chaque dossier catégorie, j'ai des centaines et des milliers d'images, qui font en tout environ 1 giga. Ok. Donc c'est une sorte de problème de big data. Ça commence à être big data quand ça dépasse le giga ou les 10 gigas. Donc je vais appliquer ma fonction image data store à mon dossier et à toutes mes images. Donc là, je vais pas les charger en mémoire, mais je vais les rendre accessibles. Et ce que je vais faire, c'est entraîner mon réseau de neurones sur ces images et les tester pour voir si finalement mon modèle est performant. Donc je vais séparer en 2 jeux de données, un jeu de données training, donc entraînement, et un jeu de données test. Ok. Donc là, comme tout à l'heure, je vais charger le réseau de données AlexNet. Donc pour vous afficher les couches, donc les layers, on appelle ça, ce qu'on avait vu avant. Donc, AlexNet est composé de 25 couches, avec en entrée l'image, et après des couches, comme on a vu, des réseaux de neurones convolutifs, relus, pooling, pour arriver à la fin, à l'output, qui est chat, chien, voiture, etc. Sauf que moi, je veux modifier pour que ça s'adapte à mes images à moi, à mes données. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le layer 23. Le layer 23, c'est le côté classification, donc la deuxième partie de l'entraînement. Et je vais lui dire que je veux 5 classes, les 5 classes qui correspondent à mes 5 types de nourriture. Et donc, une fois que j'ai modifié ça, le réseau de neurones, on voit ici que j'en ai plus 1000 des catégories, mais j'en ai plus que 5. Voilà, 5 fully connected layers. Ça, c'est le dernier réseau qui permet de catégoriser votre image. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va entraîner notre réseau sur des données d'entraînement. Je ne le fais pas en direct. Je l'ai fait hier ou avant-hier. Ça prend entre 5 et 10 minutes. Donc, moi, c'est directement sur un GPU. Donc, 5-10 minutes pour des gigas, enfin, pour 1 gigaoctet, c'est pas mal. Et ce qu'on veut, c'est avoir une performance maximale. Donc, ici, on arrive à 100%. Donc, c'est parfait. Donc, en 5 minutes ou en 10 minutes, j'arrive à 100%. Et donc, ce que je vais faire après, c'est tester mon modèle sur mes données de test. Et je vais calculer un taux de performance. Et ici, mon taux de performance sur mes nouvelles images est de plus de 88%, donc, ce qui est très bien. Et ce qui va être possible de faire maintenant, c'est détecter, reconnaître les objets, les nouveaux objets qui n'étaient pas avant. Et donc les 5 objets, les 5 catégories d'objets que j'avais. Donc des frites, des hamburgers, et on voit la vitesse à laquelle il calcule, à laquelle il prédit, qui est assez impressionnante en termes de fraction de seconde. Voilà. Et donc tout ça, qui est dû donc au transfer learning, donc se poser le problème de la vitesse d'exécution en plus de la capacité de calcul. Et la vitesse d'exécution est bien sûr quelque chose qui est hyper important. On a une semaine à entraîner un réseau, surtout qu'on va le tester plusieurs fois avant qu'il marche, si on le modifie, etc. Et MATLAB, bien sûr, est très performant, non seulement au niveau du temps d'entraînement, donc c'est-à-dire je vais charger un réseau préentraîné, ou alors je vais entraîner mon propre réseau from scratch, et donc je vais entraîner des milliers, des millions d'images. Ça, c'est le temps d'entraînement. Donc on voit par exemple, en comparant à un autre type de modélisation de deep learning, TensorFlow, on voit que MATLAB est, je sais pas, 3 ou 4 fois plus rapide. Mais également, donc, comme la vidéo, juste la vidéo d'avant, la rapidité de prédiction, qui est super importante aussi. Typiquement, sur une voiture autonome, on a envie que la voiture détecte très vite qu'il y a un piéton qui traverse. Et plus vite il va le détecter, et moins il y aura de morts, évidemment. Et donc, cette vitesse de prédiction, donc MATLAB va de plus en plus vite. Donc,
depuis 2015, on va dire que MATLAB fait fois je sais pas combien d'images par seconde. Et donc ici, par exemple, 2 fois et demi plus que TensorFlow, 1 fois et demi que Café. Et pour les systèmes embarqués, typiquement, si on veut l'embarquer sur une voiture autonome, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas du tout l'objet de cette présentation, mais c'est juste pour information, on va le déporter en traduisant en langage, en code GPU sur un processeur. Et là, ça va être encore plus rapide, ça va être 7 fois plus rapide que TensorFlow et peut-être 2 ou 3 fois plus, ouais, 3 fois plus rapide que directement sur MATLAB. Donc en résumé, les trois choses les plus importantes dans le deep learning qu'il faut savoir. Donc la première, pour tous les deep learning rime avec big data. Et pour tous les problèmes, toutes les problématiques big data, on a une fonction qui s'appelle image data store. Elle est simple d'utilisation, elle est rapide. Ça va vous permettre d'entraîner, de gérer vos images facilement. Alors j'ai parlé beaucoup de deep learning et je vous ai fait une comparaison avec machine learning. Donc deep learning, c'est fait pour travailler avec une grosse base de données, d'images, de textes, de séries séries temporelles. Le temps d'entraînement est généralement long, sauf si vous faites du transfer learning, évidemment vous le réduisez. Et ça va automatiquement choisir les caractéristiques. Le machine learning, on l'utilise toujours. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté le machine learning. Le machine learning, ça va être très utile pour d'autres cas de figure. Donc, à l'inverse, vous allez avoir moins de données, vous avez moins d'entraînement, et c'est vous qui allez choisir. Et donc, tout ça possible parce que aujourd'hui, on peut déporter le calcul sur les GPU qui accélèrent l'entraînement. Vous pouvez également le faire sur CPU, ça va aussi marcher, mais ça va prendre plus de temps. Et d'allier les deux, ça va être optimal. Et on a vu que depuis quelques années, on a réduit considérablement le temps de calcul. Alors ici, j'ai mis passer de semaines à des heures, et puis peut-être que dans un an, on passera d'heures à minutes, etc. Et enfin, la troisième partie qui est très intéressante aussi, ça va être, vous n'avez pas besoin d'entraîner votre propre réseau parce que ça prend du temps et parce que peut-être que vous avez envie de moins passer de temps dans la complexité, dans l'architecture des réseaux de neurones, parce que vous y connaissez moins aussi au début. Et bien vous allez directement appliquer vos données à des modèles qui sont déjà entraînés. Et vous allez adapter vos tâches derrière en faisant du transfer learning avec AlexNet et avec d'autres modèles très connus en important directement dans MATLAB. Et alors, je ne suis pas rentré dans les détails techniques, par exemple, dans les détails de type de réseau de neurones, modèles, etc. Déportation du calcul par GPU ou autre. Mais il y a beaucoup plus de détails sur notre site web en fonction des produits, des fonctions, etc. Et ce que j'ai fait moi il y a un mois, donc il y a un mois je connaissais pas du tout le deep learning. Je viens d'un univers finance avant, je faisais pas mal de machine learning, mais je connaissais pas du tout le deep learning. Il y a un training, un cours qui s'appelle Deep Learning on Ramp, que vous pouvez faire en 2 heures. Et en 2 heures, en fait, on voit tout ce qu'on a vu ici en rentrant un peu plus dans le détail et en rentrant dans le code. Et vous pourrez, à la fin de ces 2 heures, en savoir un peu plus et savoir coder, non seulement utiliser des modèles pré-entraînés, mais également faire du transfer learning et rentrer un petit peu plus dans les couches pour adapter encore plus votre réseau de neurones, enfin le réseau de neurones que vous avez chargé à vos données. Voilà, j'ai fini pour la présentation. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté. Si vous avez des questions, que ce soit plus technique ou pas, vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse-là, et puis je répondrai. Voilà, merci. Et sinon, si vous avez des questions pour Monsieur Arwimi, vous pouvez aussi les poser directement dans le chat du webinaire. Merci.